Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur la radio Passion Culturelle, RPC, pour votre émission littéraire, le livre en question. Ce programme a pour objectif de faire connaître les auteurs de livres ou romans à travers le monde. Un auteur et son œuvre seront présentés. Nous touchons tous les genres littéraires. Les auditeurs pourront faire partager leur lecture en faisant des résumés d'œuvres qu'ils ont lues. Ou ils pourront aussi contacter l'équipe de production afin d'être enregistrés et partager leurs expériences de lecture d'une œuvre donnée. Nous sommes ouverts à une franche collaboration avec les maisons d'édition sur les 5 continents. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre amour pour la chose littéraire. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission de la radio RPC, Radio Passion Culturelle, vous pouvez entrer en contact avec nous via ces contacts par email contact@rpcplus.online, par WhatsApp, le plus 33 7 81 28 31 76 ou le 33 6 26 31 36 77, par le site internet de la radio qui est www.larpcplus.online. Je répète, www.larpcplus.online, ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle, ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en question. Bon confinement et prenez soin de vous, à très vite. Vous êtes donc sur la radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce jour, nous recevons 2 écrivaines. L'une s'appelle Lynn Fournier et l'autre Dani Loni, 2 auteurs qui vivent en France. Nous allons commencer par Lynn Fournier. Elle est l'auteure du roman La vie chocolatée. Présentation de l'écrivaine Lynn Fournier. Écrivaine d'origine française, Lynn Fournier signe à 33 ans son premier roman où résonne tout son amour de l'humanité et du chocolat. Après sa formation au lycée hôtelier Sainte-Catherine du Mans, elle part travailler en Suisse, l'un des berceaux du chocolat. À son retour en 2014, elle découvre des anecdotes chocolatées sur le département de la Sarthe qu'il a vu grandir. Dans ce roman, Lynn valorise les talents sartois d'hier et d'aujourd'hui. Au fil des pages, du Mexique à la Côte d'Ivoire, elle propose au lecteur un carnet de voyage autour du chocolat, truffé de péripéties, tantôt douces, tantôt amères, de ses personnages. Avant tout propos, une petite lecture de la 4e de couverture du livre de l'écrivaine Lynn Fournier. À Brulon, au sein du territoire sartois, nous sommes au début des années 1980, dans une ferme appelée Bien Ici. Charles vient de terminer ses études agricoles. Porté par son rêve d'enfant, il souhaite reprendre l'exploitation de son père. Mais la décision de ses parents change ses plans. Par un caprice du hasard, il se retrouve au Mexique, dans le berceau du cacao, où il rencontre la femme avec qui il va partager non seulement sa vie, mais également sa passion de la terre. Cette saga familiale, aux multiples rebondissements, nous plonge dans l'univers végétal du cacao au travers du parcours d'un homme en quête de lui-même. Avec Charles et sa famille, croquer à pleines dents dans ce délicieux récit, savourer sans modération toute l'humanité qui s'en dégage, et cerise sur le gâteau, vous découvrez que la Sarthe n'est pas étrangère au secret parfumé du chocolat, signé Lynn Fournier. Écoutons maintenant Lynn Fournier qui nous parle elle-même de son roman. Lynn Fournier. Je m'appelle Lynn Fournier, j'habite au Mans et je suis partie 4 ans en Suisse, qui a éveillé ma curiosité sur l'histoire du chocolat. Quand je suis revenue en Sarthe, j'ai découvert des secrets chocolatés sur ce territoire. Alors on suit Charles, qui est un agriculteur dans les années 80, à travers sa vie. Et lui, il est en quête de lui-même, il est un peu perdu. Et finalement, en partant au Mexique, il retrouve un sens à ce qu'il veut faire dans sa vie. Et à travers son histoire et celle de sa propre famille, on redécouvre l'histoire du cacao. J'ai construit ce roman comme un carnet de voyage du Mexique à la Côte d'Ivoire. Dans ce pays, j'ai découvert un projet qui valorise le travail des femmes par le chocolat. La vie chocolatée part comme des tablettes de chocolat. Le stock fond à vue d'œil
à la grande surprise du monde local de l'édition. Si vous souhaitez vous le procurer, allez sur les éditions La Rainette. Autrement, suivez la page La Vie Chocolatée. Peut-être qu'on se retrouvera pour un café dégustation dédicace près de chez vous. Nous arrivons maintenant à notre deuxième écrivaine, il s'agit de Dany Loni. Écoutons Dany Loni qui nous parle d'elle et sa carrière littéraire. Dany Loni. Bonjour, je m'appelle Dany Loni, je suis auteur de romans, j'ai publié plusieurs livres, une nouvelle et un essai. J'ai été récemment découverte sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. J'ai fait mon entrée dans le milieu littéraire en tant qu'auteur en 2011 avec mon tout premier roman qui s'intitule « J'ai retrouvé ma mère », première publication, en réalisant toute la conception de l'ouvrage. Ouvrage qui relate la vie de ma mère biologique, une biographie de celle-ci. D'autres romans ont suivi, comme Destin tragique, couple dans les années 50 à une époque que rien n'épargne. Puis, La Terre parle, véritable hommage à la planète qui m'a donné l'envie de continuer en auto-édition. Ensuite est venue La Clé de l'au-delà, qui a confirmé ma tendance à rester dans la catégorie des romans à fiction et a ainsi fidélisé mon lectorat. Une nouvelle aussi, Le garder quel qu'en soit le prix, dans la catégorie sentimentale, histoire d'un couple dans la tourmente de l'infidélité. Enfin, pour terminer, un essai, Les larmes du petit orphelin, qui parle d'être mère à 60 ans et les conséquences. Ma passion est de relater à travers mes romans des histoires axées sur des questionnements de la société moderne. Aujourd'hui, je saute le pas avec mon nouveau roman, Sur la piste du dernier Maskilili, paru en 2019, dédié à la forêt amazonienne contre les projets miniers, notamment celui de la Montagne d'Or. Une manière de soutenir les peuples premiers, les Amérindiens et les Guyanais qui y vivent pour ainsi préserver leur habitat. C'est toujours une fiction. Ce pourrait être le premier roman de science-fiction guyanais. Merci. Après donc ces deux auteurs, nous allons faire une petite pause musicale thématique. Nous allons écouter une bonne musique française, s'il vous plaît. Pause musicale, nous retrouvons maintenant notre expression, l'expression de la semaine dans l'émission littéraire Le Livre en question sur la RPC, Radio Passion Culturelle. Pour cette semaine, nous allons vous faire découvrir la signification de l'expression « avoir le béguin pour quelqu'un ». Originaire de Belgique, plus précisément de Liège, le mot béguin vient du premier couvent de Béguine au XVIIe siècle, où les religieuses portaient cette coiffure faite d'une coiffe fine. Ainsi, croisée avec l'expression « être coiffé de quelqu'un », qui signifie être aveuglé par quelqu'un, avoir le béguin est rapidement devenu une formule courante pour affirmer l'amour ressenti pour une personne. Voilà, on espère que vous avez retenu. Pour notre deuxième pause musicale, nous allons faire un tour dans les îles Caraïbes pour écouter une musique de la Martinique et de la Guadeloupe. C'est de la musique zouk. Nous arrivons maintenant à notre troisième rubrique, En Libérie. Pour cette semaine, nous allons vous proposer quelques œuvres en Libérie, notamment l'œuvre de Sony Laboutansi. Sony Laboutansi est un écrivain congolais des deux Congos, né au Congo belge et mort au Congo Brazzaville en 1995. Voici donc quelques œuvres de Sony Laboutansi. Dans le genre récit, nous avons La vie et Demi, apparu aux éditions Seuil en 1979, L'état honteux, paru toujours aux éditions Seuil en 1981, Antépeuple, paru aux éditions Seuil en 1983, Grand Prix littéraire de l'Afrique noire, Les Sept solitudes de Lorsa Lopez, paru aux éditions Seuil en 1985, parle de la francophonie, Les yeux du volcan, paru aux éditions Seuil en 1988, Le coup de vieux, présence africaine, 1988, Le commencement des douleurs, toujours aux éditions Seuil en 1995. L'autre monde, revue noire, 1997, après donc la mort de l'auteur.
Dans le genre théâtre, il a aussi fait paraître l'œuvre La parenthèse de sang, suivie de Jeux sous-signés cardiaques, paru aux éditions Artier 1981. Moi, veuve de l'Empire, Lanvin-Seine, paru donc aux éditions Lanvin-Seine en 1987. Qui a mangé Madame d'Avoine, Bergotard, qui est donc paru à l'édition Lassmann en 1989. Résurrection rouge-blanche de Roméo et Juliette, apparu aux revues Acteurs en 1990. Nous arrivons maintenant à notre rubrique Mon coup de cœur ou Mon livre coup de cœur. Dans cette rubrique, les auditeurs et nos chroniqueuses partagent leur expérience de lecture. Pour ce numéro, notre chroniqueuse Lucrèce Taïrou nous fait ici un billet littéraire sur le thème de comment survivre à mon couple durant le confinement. Et en proposition de lecture, elle nous propose ceci, Il vécut heureux, petit guide de suivi du couple moderne de Céline Milot. Écoutons Lucrèce Taïrou. Combien de fois l'a-t-on entendu ? Pour susciter le désir chez votre partenaire, il vous faut vous éloigner. Oui, sauf que voilà, la moitié de la population française va nous répondre que pour susciter le désir chez son partenaire, il faut déjà réussir à le supporter. Il faut croire qu'être confiné en couple n'est pas une mince affaire. Vous qui enviez les amoureux qui se bécotaient sur les bancs publics, vous avez dû vous sentir chanceux, terriblement chanceux d'être dans le camp des célibataires. La multiplication des vidéos tournant en dérision la vie de couple en confinement, il faut bien le reconnaître, fait un petit peu peur. Entre ceux prêts à prendre une amende juste pour profiter de 10 minutes, 10 petites minutes loin de leur concubine, et celles qui au bord de l'explosion rêvent de jeter leur conjoint par la fenêtre, le florilège des vidéos humoristiques du couple confiné donnerait presque à penser que dès le 11 mai, comme nos amis chinois, le nombre de demandes de divorce risque d'exploser. Alors, à tous ceux qui ne supportent plus les bavardages de leur bien-aimé, à toutes celles qui n'ont qu'une envie, c'est de donner un coup de balai à leur époux quand celui-ci passe devant vous, sabot aux pieds, alors que le sol est encore mouillé, je dis ceci. Votre situation n'est pas encore désespérée, car comme toujours, c'est souvent en littérature que l'on trouve des solutions adaptées aux situations les plus incongrues. Je n'ai donc qu'un mot à vous dire, enfin 12 pour être exact. Céline Milot, Il vécut heureux, petit guide de survie du couple moderne. Car bien que paru il y a 8 ans, les mots de Céline Milot peuvent vous donner les clés de survie du couple durant le confinement avec quelques ingrédients bien ficelés. Tolérance, bienveillance et ouverture d'esprit, c'est ce que l'on retiendra de cet ouvrage étonnamment d'actualité. Et si toutefois, ma petite proposition de lecture ne vous suffisait pas, je me permettrai de réinventer une citation de Simone de Beauvoir pour vous faire passer le message. Le couple heureux qui se reconnaît dans l'amour défie l'univers, le temps et le Covid. Après Lucrèce, nous retrouvons maintenant Dany Loni pour son coup de cœur littéraire. Dany Loni. Chères auditrices et chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission littéraire Le livre en question, présentée par Simplice Agnino, à qui je fais un petit coucou. Porte-toi bien, ami, pendant cette dure période de confinement. J'ai le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui mon coup de cœur littéraire. Un livre, ou plutôt une histoire, qui a marqué toute une époque, bien douloureusement. Un peuple dont les souffrances, les séquelles restent enfouies dans leur chair et leur esprit. Je vais vous parler d'un livre intitulé « L'esclavage raconté à ma fille », paru en 2015, dont l'auteur n'est autre que Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce livre, « L'esclavage raconté à ma fille », je l'ai beaucoup apprécié pour 2 raisons. Tout d'abord, d'un point de vue pédagogique, le livre de Christiane Taubira explique la période de la traite des Noirs et l'exploitation des êtres humains, colonisation, lutte pour la liberté en forme de dialogue entre mère et fille. Tout le long du livre, nous assistons aux nombreux questionnements de la fille de l'auteur, laquelle lui répond avec patience et réflexion, explique, réagit, puis échange avec celle-ci avec tout l'éclairage possible à l'injustice de ces périodes esclavagistes et colonisatrices sans détour, sans rien omettre. Une vérité qui explose de l'ombre, un anonymat entièrement levé pour que l'histoire dans son entier soit révélée sans mensonge.
L'auteur ne dissimule rien et ce qui émane de ses explications, c'est qu'en aucun cas elle n'apporte un jugement personnel. Elle laisse sa fille le soin de juger par elle-même en lui donnant la parole sur ses impressions. Ce livre est intense de références et renforce un aspect culturel qui n'est pas toujours connu des jeunes générations et de certaines plus âgées, si on s'en réfère à ce que l'école, jusqu'à l'université, n'a pas enseigné dans son ensemble. Beaucoup de pages d'histoire ont été purement et simplement occultées. C'est un savoir hautement dispensé qui ne doit pas être contourné dans une famille, et c'est ce tour de force qu'a empoigné littéralement l'auteur, expliquer à son enfant l'innommable sans la braquer, sans l'effrayer, mais en l'instruisant de façon intelligente. Christiane Taubira n'a pas forcé sa fille à l'entendre, mais ce qui est admirable, c'est qu'elle l'a laissé venir à elle, en son temps, à son rythme, sans lui imposer, simplement parce qu'elle en avait envie, l'envie de savoir. La deuxième raison qui a fait que j'ai trouvé ce livre formidable, c'est le cheminement lent et cependant déterminé à construire un échange vers une politique douce qui prend en compte l'âge de la jeune fille sans rendre la politique repoussante. C'est un dialogue qui n'est pas obsédant, qui n'a pas de démarche intrusive, mais seulement pédagogique, et puis il y a la place laissée à l'autre, son droit d'expression, sa liberté de penser qui va jusqu'à, s'il le faut, encourager et approuver le raisonnement de sa fille qui, à mesure des explications et de l'instruction de sa mère, mesure toute la gravité du sujet et en tire ses propres conclusions sur ce passé qui, de caché, désire surgir, car plus que temps. Ce livre est formidable en premier lieu, parce qu'il est un outil pédagogique et surtout parce qu'il traite d'un sujet important concernant une période de l'histoire de France qui est particulièrement absent des ouvrages de référence que nos enfants utilisent à l'école de la République. Pourtant, bien des sujets aussi graves que la traite négrière sont présents dans les livres d'école. Le fait qu'il soit pédagogique prouve qu'il s'adresse à des enfants avec des mots qui sont supportables à leurs oreilles sensibles. Si j'avais un conseil à donner à toutes les mamans de la communauté afro-caribéenne, c'est de se servir de ce support éducatif pour aborder le sujet de la traite avec leurs enfants dès l'âge de 10 ans. Plus tôt l'enfant approchera ce sujet difficile, et plus il osera l'entendre et s'en emparer pour en faire l'objet de sa mémoire. Car c'est à partir de la mémoire que surgira l'intérêt d'une mobilisation massive pour commémorer ensemble la tragédie que vécurent nos aïeux. Ne manquez pas de lire ce livre qui est un trésor de référence incontournable. Je vous y encourage. Il peut être une source de remède contre l'absence ou le problème identitaire. Je ne peux terminer sans vous lire un passage du livre et je vous dis à bientôt pour un prochain coup de cœur. Voici donc un extrait, pages 34 et 35 du livre. Il commence ainsi. La question que pose la fille de l'auteur. Plus de 400 ans pour des raisons économiques ? La réponse. En réalité, pour l'Afrique, victime depuis la traite arabe jusqu'à la traite européenne, ce sont des millénaires de malheurs, avec des intensités variables par période. La traite perpétuée par les Européens marque un tournant, par sa nature, sa durée, la façon dont elle est conçue et gérée, sa légitimation. Jusque-là, la traite s'effectuait par voie terrestre et l'esclavage était principalement réservé aux vaincus, hors expédition prédatrice. C'était l'affaire de force. Le procédé était sauvage. Désormais, des théories, des doctrines et des codes vont encadrer ces pratiques. Ces 400 ans commencent par l'expédition des Portugais qui atteignent le cap Bojador ou cap de la peur en 1434. Les premières razzias connues remontent à 1441 dans le Rio de Ouro,
le fleuve d'or. Et dès 1454, le pape Nicolas V légitime le commerce de ces êtres humains qualifiés de bois d'ébène, dans sa bulle Romanus Pontifex, par laquelle il accorde son autorisation au roi du Portugal, Alfonso V. Après les musulmans, les chrétiens ? Demande la fille de Christiane Taubira. Oui, les chrétiens. Ils ont laissé croire aux Pomberos, les trafiquants, que la traite et l'esclavage des Africains procédaient de l'accomplissement de prophéties contenues dans les saintes écritures. C'est à cela qu'a servi la malédiction de Cham. La malédiction de Cham ? C'était qui, Cham ? Je vais te raconter cette histoire que l'on trouve dans des traductions d'ailleurs contestées de l'Ancien Testament. Point. J'arrête, cet extrait est terminé et j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci Dani Loni. Pause musicale, nous restons donc dans notre musique thématique, une petite musique française pour vous faire plaisir. Merci à tous, nous retrouvons maintenant Lydia Antoine dans notre rubrique L'actualité du livre. Lydia Antoine. Mesdames et messieurs, bonsoir de l'émission Le Livre en question. Bonsoir Simplice. Alors moi je suis là pour vous présenter l'actualité du livre de cette semaine. Pour cette rubrique, nous allons vous parler du Salon du Livre de Paris. Livre Paris. Appelé Salon du Livre de Paris avant 2016. Justement, c'est une manifestation française consacrée au livre et à l'écriture créée en 1981 par le Syndicat national de l'édition. Organisée au parc des expositions de la Porte de Versailles au printemps, la manifestation accueille à la fois grands et petits éditeurs et représentants des métiers du livre. Elle est ouverte à la fois aux professionnels et au grand public. Livre à Paris, au Salon du Livre, met chaque année en avant les lettres d'un pays et d'une ville à l'honneur. Et réunit aussi les éditeurs de plus de 50 pays étrangers qui exposent sur les stands. Le salon est aussi un rendez-vous des professionnels du livre et de l'écrit, à l'instar des grandes foires du livre organisées en Europe, comme la foire du livre de Francfort en Allemagne. Merci beaucoup, c'était Lydia Antoine dans l'actualité du livre, votre rubrique chaque semaine. À la semaine prochaine. Merci Lydia Antoine. Nous arrivons maintenant à notre rubrique le poème du jour. Écoutons Isabelle Gracien qui nous lit un poème. Bonsoir chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, je vais vous lire un autre poème en hommage à mon grand-oncle Félix Seboué qui s'intitule « Enfant de Guyane ». Je suis un enfant de la Guyane. Je suis un petit-fils d'esclave. Je rêve d'être un roi mage afin de rendre hommage à mon merveilleux pays d'usage. Je suis né d'un père et d'une mère exemplaires. Dans mes rêves, je combats toutes les défaites. Je suis le fruit de la liberté. J'arrive à vaincre tous les préjugés. Je suis devenu gouverneur à travers toutes les tempêtes. J'ai accompli mon devoir téméraire. Je suis sur cette terre de façon temporaire. Je suis épuisé. Je pars me reposer au Caire. Je suis heureux d'être resté un homme intègre. Je peux maintenant me reposer en paix au Panthéon. Je suis devenu le roi lion. Merci à Isabelle Gracien pour ce beau poème. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission littéraire Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle RPC, la radio de l'universalité culturelle, assise en région parisienne, ici les Moulineaux. Notre émission tire à sa fin. Nous allons finir avec un proverbe africain. Ce proverbe dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Alors je vous laisse méditer ce proverbe. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur la radio Passion Culturelle.
la radio de l'universalité culturelle. 6 en région parisienne, ici les Molinos. Radio Passion Culturelle, c'est sur internet www.larpcplus.online. Vous avez aussi la page Facebook, le livre en question, la page like, le livre en question et la page aussi sur Facebook, la RPC+. Vous pouvez retrouver la radio RPC sur internet, c'est www.larpcplus.online. Moi, c'est Simplice Animaux, je vous dis merci. Je dis aussi merci à nos chroniqueuses Lucrèce Taïro, Isabelle Gracien, Lydia Antoine et à nos 2 auteurs du jour, Lynn Fournier et Dani Loni. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.